Bonjour à tous, le mois de mai commence demain, ce sera le 1er mai en direct de Canal 10, donc ça veut dire que ça fait déjà plus de 2 mois que vous êtes confinés et il faut encore le demeurer car rien n'est encore réglé. On vous le répète tous les jours, hier il y a eu 2 nouveaux cas, avant-hier il y a eu un mort de plus, c'est déjà un mort de trop. Donc Guadeloupéens, Guadeloupéennes, moun Martinique, moun Kagade nous, restez à Casazot pour qu'on y est là. D'ailleurs, j'ai averti en week-end ça, la répression qui est redin, gendarmes m'ont bloqué tout partout. Moun qui pas ni autorisation de sortie, ils ont pris. Alors, s'ils ont payé 135 € pour l'État français, 135 €, c'est qu'on ont voulu, mais d'après moi, ça mieux qu'ils auraient été à Casazot. Sinon, dans un instant, on va recevoir Marie Zetzol, elle est déjà en ligne. C'est la maire de Grandbourg, la présidente de la CMG. La récolte canière de Marie-Galante a démarré, avec elle on fera le point aussi sur l'activité de cette région. Pascal Bon, c'est un jeune avocat, on l'avait déjà reçu, il revient, parce que les avocats, vous le savez, avaient un petit peu de difficulté, un peu de galère même. Est-ce qu'ils vont toucher le chômage partiel? Eh bien, on le saura tout à l'heure, on va poser la question sur l'activité judiciaire. Ensuite, comme chaque jour, une psychologue, Cherline Gourdet, avec elle on parlera aujourd'hui de sujets qui vous concernent beaucoup, sur le déconfinement bien sûr, le risque de favoriser des comportements à risque. Comportement à risque, vous avez bien entendu, addiction à l'alcool, addiction aux jeux, addiction aux écrans, pas cet écran-là, les autres écrans bien sûr, et d'autres addictions, on parlera avec elle tout à l'heure. Claire Corentin, directrice adjointe de la CAF, sera avec nous parce qu'il y a encore des choses à dire aux gens qui dépendent de la CAF. Il y en a beaucoup, près de 104 000 si je ne me trompe pas. Avec la directrice adjointe, on fera un petit peu le point sur les prestations, sur les aides exceptionnelles et sur la solidarité. Puis quelque chose qu'on oubliait, la prestation exceptionnelle de restauration, puisque les cantines vont peut-être reprendre, donc les parents auront besoin de cet argent. Et puis à la fin, pour la première fois dans le ZCL News, on aura la plus jeune invitée du ZCL News. Elle s'appelle Marine, elle a 11 ans. Restez avec nous tout à l'heure, vous saurez pourquoi elle sera avec nous. L'actualité, on parlera des masques bientôt dispo en pharmacie. Nos diététistes Harold et Charlie étaient sur le terrain, comme d'habitude, ils sont toujours là. Réouverture des merceries, on a fait un petit sujet hier, on va aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et puis, les surfeurs, ils veulent reprendre la pratique. Il y a une petite vidéo qui circule, on va peut-être la voir tout à l'heure. Football, c'est fini, il n'y aura pas de championnat, même pas en France, la Ligue 1. En tout cas, le PSG est quand même champion. Il y a l'autre monde qui PSG qui est bien content. Marseille va arriver à bout. Voilà. On commence tout de suite avec Marie Zetzol. Bonjour, Madame Zetzol. Bonjour, M. Zandronis, et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. La récolte a enfin démarré à Marie-Galante, c'est un bon signe? Tout à fait. Alors, vous avez raison de dire enfin, puisque nous avons eu à subir 3 semaines de retard, puisque nous avons eu au dernier moment à former tout le personnel de l'usine à la réglementation en vigueur par rapport à ce fameux Covid. Oui. Et donc, c'est pour cela que nous avons pris du retard dans le démarrage de la récolte. Bien, alors justement, la situation sanitaire à Marie-Galante, un moment, il y a eu quelques personnels hospitalisés, c'est réglé, il n'y a plus rien. Vous avez réussi à maintenir le virus hors du port de Marie-Galante? Alors, on peut dire ça, c'est vrai que nous avons pris les décisions très tôt. Ça a quelquefois posé problème et fait chagrin à certains. Oui, vous voulez parler des problèmes avec le gouverneur, c'est ça? Avec monsieur le préfet qui n'a pas compris notre décision d'arrêter les bateaux, oui, les rotations maritimes. Après, la raison l'a emporté, il a convenu avec nous qu'il était beaucoup plus sage d'arrêter les bateaux et de mettre en place la continuité territoriale pour assurer les liaisons pour tout ce qui relève du sanitaire et pour les raisons professionnelles, intérieuses ou familiales. Oui. Donc, c'est vrai qu'avec cela, nous n'avons eu à déplorer que les 4 cas qui sont arrivés en début d'épidémie et bien avant que nous arrêtions les rotations. Et depuis, c'est vrai qu'on peut dire que le calme règne, que même le Covid Center, qu'avec les médecins de ville, nous avons, avec la commune de Grandbourg, mis en place un système de consultation avancée pour que tout patient suspect
qui pensaient avoir été infectés se dirigent pour ne pas contaminer les autres cabinets de ville vers ce Covid Center. Et nous n'avons eu que très peu de consultations, puisque ce sont moins de 50 consultations que nous avons eues de ce centre. Et la semaine dernière, c'est 0 consultation. Nous y réalisons les tests et nous n'avons eu que quelques tests. D'ailleurs, les 4 premiers cas, il y en a 2 qui ont été diagnostiqués par le biais de ce Covid Center. Et donc, c'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas de nouveaux cas à déplorer sur le territoire. Alors, nous avons, il est possible maintenant, intensifier les tests à Marie-Galante. Oui. Moi, en tant que médecin, je prescris plus largement, puisque maintenant le gouvernement nous l'autorise, dès qu'un patient a un symptôme, à tester la population, puisque nous avons eu l'occasion d'interpeller la semaine dernière l'ARS pour demander de systématiser ces tests à la population. Marie-Galante, territoire circonscrit 10 000 habitants, je pensais qu'il était intéressant de pouvoir tester très largement. Ce qui est en partie accepté, puisqu'ils nous disent que dès lors qu'un médecin a un soupçon, un symptôme, il peut diriger son patient vers les laboratoires qui réalisent les tests. Donc, les tests se feront en Guadeloupe ou à Marie-Galante? Alors, les tests sont élevés à Marie-Galante et ils sont expédiés en Guadeloupe. À l'Institut Pasteur, c'est ça? Tout à fait, parce que c'est le seul centre qui, pour le moment, fait les tests en Guadeloupe. Alors, vous avez parlé d'un Covid Center, parce que je ne savais pas que Marie-Galante vous étiez aussi anglophone. Qu'est-ce que c'est ce Covid Center? Eh bien, nous avons été les premiers à initier ce cabinet de consultation spécialisé, spécifique, pour recevoir tout patient qui pense avoir un signe ou qui pense pouvoir bénéficier d'un test devant la présence d'un signe évocateur. Les médecins de l'île se sont réunis, comme souvent, et ont décidé de monter ce cabinet pour ne pas infecter les cabinets de ville, puisque nous n'avons pas que le Covid comme pathologie, nous avons des patients qui ont des maladies chroniques, des maladies sensibles. Donc, pour éviter toute contamination de ces patients et tout risque supplémentaire à faire courir à notre patientèle, nous avons décidé, et la commune de Gambourg a mis à disposition un local à disposition de tous les médecins de ville où ils assurent des consultations tous les jours, du lundi au samedi, pour recevoir justement ces patients et faire les tests si besoin. Et les infirmières libérales nous ont accompagnés dans ce projet et c'est un centre qui fonctionne. Alors malheureusement, il ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas de patients, mais il est à disposition et dès lors que vous avez un doute, vous pouvez vous diriger au Covid Center, vous êtes reçu par un médecin, une infirmière libérale et nous avons pu bénéficier des équipements nécessaires pour ce faire en lien avec le laboratoire de l'hôpital Sainte-Marie. C'est pas mal, bien. Alors, le confinement, il est bien respecté sur le territoire marie-galantais? Il est relativement bien respecté. Nous avons, comme toujours, comme souvent, été un peu novateurs, puisque nous sommes passés dans toutes les campagnes avec des mégaphones, informer notre population des enjeux, des enjeux de santé publique, des enjeux pour eux-mêmes. Et nous avons été relativement bien entendus, puisque nous observons que les bourgs et les campagnes sont vides, que ce soit l'après-midi et le soir. Le couvre-feu, pour nous, n'a pas grand sens, que les gens ne sont pas dehors, mais il est néanmoins appliqué. En journée, bien sûr, puisque la loi le permet, il y a des dérogations pour aller faire les courses, pour aller faire chez le médecin, etc. Donc c'est relativement bien respecté. Nous avons aussi initié le port de masque systématique dès lors qu'on fait une sortie. Et là, nous en sommes à la 3e semaine et c'est pratiquement toute la population qui y adhère, puisque nous-mêmes, communauté, nous avons initié dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, nous avons initié la fabrication de masques grand public bien avant que nos autorités nous en parlent. Ils ont quand même la norme AFNOR, les masques marie-galantais? Absolument, puisque ce ne sont pas des masques marie-galantais, ce sont des masques qui assurent leur fonction et qui respectent ce que la norme AFNOR demande. Oui. Et même mieux, que nous y insérons un filtre amovible si besoin. Ah, ben. Donc, nous avons... Vous êtes à l'avant-garde. Absolument, ça fait plus de 3 semaines et nous avons avec nous associé les commerçants
Nous en sommes à 6 000 masques distribués sur le territoire pour 1 euro. 1 euro masques vendus à 1 euro. Mais madame, il faudra que j'en achète quelques-uns pour moi-même. Alors, pour le moment, nous tâchons et nous avons pratiquement réussi avec l'association qui relève de l'économie sociale et solidaire, fabriquer plus de 6 000 masques que nous avons mis à disposition dans tous les commerces. Et les commerçants, je disais, ont accepté de jouer le jeu avec nous, puisque personne ne peut rentrer dans les commerces de Marie-Galante sans être masqué. Donc, moi, chaque fois que je me promène dans Grand-Bourg, au moment où il y a du monde dehors, eh bien, ils ont tous le masque et je m'en félicite. Oui. Nous nous en félicitons, tous les élus de Marie-Galante et même toute la population. Ça veut dire que la population a vraiment compris les enjeux et ça, c'est important. Donc, nous continuons à les encourager à poursuivre dans ce sens, puisque le virus, on l'a vu, circule encore en Guadeloupe. Nous avons vu qu'il y a encore 2 patients diagnostiqués positifs hier. Oui. Il y a encore un décès à déplorer. Voilà, il faut continuer ce confinement, ce port de masque, cette distanciation sociale. Et voilà, c'est le combat de tous les jours de tous les Marie-Galantais. Alors, je m'excuse auprès de vous, mais sur la photo qui est là, j'ai pas mis votre masque. J'ai vu que sur votre profil, vous avez le masque. Alors, prochaine fois, on mettra votre photo avec votre masque. Alors, parlons de choses autres. La rentrée scolaire à Marie-Galante, d'une manière générale. Je vous ai entendu à la CTAP. Quelle est la position qui a été prise? Est-ce qu'une position globale ou bien chaque commune de l'île prendra une décision? Alors, vous savez que pour cette crise sanitaire que nous affrontons tous, nous avons créé ce que nous appelons une cellule de crise qui se réunit 2 fois par semaine, qui associe les 3 maires de Marie-Galante, les élus de la communauté de communes, les vice-présidents de la communauté de communes, les pompiers, les gendarmes et la police. Oui. Cette cellule de crise, nous discutons donc de tous les sujets en lien avec Covid-19 et c'est ainsi que nous avons décidé, les 3 maires, bien sûr, mais bien sûr après discussion de cette cellule de crise, qu'il n'était pas raisonnable pour nous que de remettre nos enfants en circulation, puisque mettre les enfants à l'école, ce ne sont pas que les enfants, ce sont les parents qui accompagnent, ce sont les enseignants. Donc, mettre les enfants à l'école, c'est remettre tout Marie-Galante en mouvement. Oui. Nous avons jugé que ce n'était pas opportun, puisque après avoir fait autant d'efforts pour nous préserver du virus, il n'était pas question pour nous de tout mettre sans dessus-dessous parce que quelqu'un en a décidé ainsi. Quoi qu'il en soit, nous avons hier eu une rencontre en visioconférence avec le monde de l'éducation nationale. Nous avions l'inspectrice du secteur, les syndicats des enseignants, les représentants des parents d'élèves, les directeurs d'école. Et tous sont convenus, alors bien sûr à l'exception de l'inspectrice qui est dans son rôle, tous sont convenus avec nous qu'il ne fallait pas remettre nos enfants à l'école pour le 11 mai. Mais il y a une date qui est prévue, il y a une date quand même qui a été arrêtée? Oui, nous avons décidé que nous allons mettre ces 3 mois à venir au service de l'organisation pour une rentrée scolaire qui se fera en septembre si le Covid-19 nous le permet. Ce sera un peu comme la Guyane, là. Vous êtes comme la Guyane. Nous sommes déjà comme nous voulons faire sur le territoire en tant que Marie-Galantais. Je ne sais pas ce que font la Guyane, mais en tout cas, nous à Marie-Galante avons décidé que pour nos enfants, pour nos familles et pour notre population, il en sera ainsi. Et les syndicats, je vous le disais, les représentants de parents d'élèves, les directeurs d'école, tout le monde était d'accord avec notre positionnement qui est largement partagé et nous nous en félicitons. La santé publique est plus importante pour nous que l'économie, malheureusement. Oui. Mais puisqu'on a bien compris que le choix du gouvernement que de remettre les enfants à l'école, c'est simplement pour libérer les parents et permettre la reprise économique. Alors hier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une CTAP dont l'objet le sujet était le monde économique. Et bien sûr qu'à Marie-Galante, plus que partout ailleurs, je parle de Marie-Galante et les îles du Sud, nous avons cette souffrance. Alors nous souffrons déjà toute l'année, mais le Covid-19 a vraiment été le coup de massue pour notre monde économique et nous en sommes bien conscients. Nous avons d'ailleurs demandé à cette CTAP que, moi en tout cas dans mon intervention, j'ai profité pour
demandé qu'il serait peut-être temps de réfléchir à un autre modèle, un autre fonctionnement pour Marie-Galante et les îles du Sud plus largement. Nous avons enfin, puisque nous avions déjà interpellé monsieur le Cornu et le gouvernement sur la possibilité de faire une transition pour les îles du Sud pendant 10 ans, en revoyant la fiscalité, en mettant en place des zones franches urbaines ou des zones franches globales. Le champ est ouvert, mais en tout cas, il faut revoir le mode de fiscalité pour ces territoires doublement, voire triplement insulaires. Oui. Sinon, toutes les mesures qui ont été mises en place, et c'est ce que j'ai dit hier à la CTAP, toutes les mesures qui ont été mises en place, que ce soit par le gouvernement ou par la région, ne sont que des pansements sur jambes de bois. Tout à fait. Il nous faut bien plus que ça pour nos territoires qui sont en permanence en difficulté. Donc, Covid-19 va sûrement être le coup de grâce pour plus d'une entreprise sur nos territoires et nous aurons, et j'ai demandé au président Chalus de nous accompagner sur ce sujet-là, parce que je pense que la parole sera plus forte si elle est soutenue par la région Guadeloupe. Oui. Il faut absolument que pour les îles du Sud et singulièrement pour Marie-Galante, nous revoyons la fiscalité pour nos entreprises, nous revoyons l'organisation territoriale. Bien, alors, ça c'est déjà enterré, on le sait, Terre de Blues cette année ne se fera pas. Qu'est-ce qui est prévu au point de vue culturel pour Marie-Galante avec la reprise? Parce que je sais qu'à Gambourg, par exemple, il y avait un moment, beaucoup d'animation culturelle le vendredi. À partir de dans quelques jours, dans quelques semaines, vous avez prévu quelque chose pour relancer un petit peu l'activité culturelle? Alors, il faut quand même qu'on soit un minimum cohérent dans nos prises de décision. Nous avons, dans un premier temps, reporté le festival à la date probable du 15 août. Et vu la situation sanitaire, nous avons décidé, avec le président José Ancelade de l'Office du tourisme, nous avons décidé de surseoir à cette édition du festival en 2020. Carrément. Bien sûr, oui, de surseoir pour le festival. Il en sera de même pour la fête de Gambourg. Il en sera de même pour toutes les manifestations. Il faut un minimum de cohérence. Nous ne pouvons pas dire que nous ne voulons pas renvoyer nos enfants à l'école pour les mettre tous les vendredis dans la rue. Donc il n'est pas question que ces manifestations reprennent tant qu'on ne sait pas tant qu'on ne sait pas où on va avec ce Covid-19. Donc, nous reprendrons bien sûr la vie petit à petit à Marie-Galante. Le déconfinement sera progressif, mais pas dans n'importe quelle condition. Je crois qu'il faut raison garder. Nous avons toute la vie pour faire la fête, mais nous n'avons qu'une vie. Donc, il faut en être conscient et garder ça à l'esprit. Donc, je pense que pour cette année, c'est quasiment une année blanche pour nous à Marie-Galante. Mais nous en sommes conscients, mais nous préférons garder nos 10 000 habitants plutôt que de faire la fête et d'en pleurer 5 000. Bien sûr. Alors, vous le savez, d'une manière générale, pour toutes les îles de la Caraïbe et même au-delà, la question du tourisme tourne autour de zéro. En Guadeloupe, il n'y a pas encore beaucoup de paroles sur la question du tourisme. Marie-Galante, c'est une île qui a un potentiel. Là aussi, tout est sur pause. Ben oui, nous ne faisons pas exception, puisque souvent nous n'avons déjà, pas que les miettes, mais du tourisme guadeloupéen. Ce sont les touristes de Guadeloupe qui viennent après à Marie-Galante. Mais néanmoins, ça me donne l'occasion de déplorer que la décision ne soit pas plus locale. Parce que certes, nous n'aurons pas l'afflux de touristes habituels, mais si la décision était purement locale, il y a des choses que nous pourrions faire à Marie-Galante. Même en cette période difficile, nous aurions peut-être pu proposer d'ouvrir certains restaurants, d'ouvrir certains lieux en plein air pour certaines activités. Donc, ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, puisque pour le moment, nous sommes encore obligés de suivre le statut que nous avons choisi. D'accord. Donc, mais je crois que ce Covid a quand même l'avantage de poser plusieurs problèmes sur la table auxquels nous aurons le devoir de réfléchir. Alors, vous savez que je pose la question parce que c'est le cas en Guadeloupe. L'ARS a mis en place un service de riposte avec un certain nombre de psychologues pour pouvoir aider les gens dans la période de confinement qui est quelquefois compliquée et difficile. On le voit, nous avons une chronique psychologique chaque jour. Est-ce que pour Marie-Galante, quelque chose de ce goût-là a été prévu pour encadrer et permettre aux Marie-Galantais aussi progressivement de ne pas perdre leur fil?
Alors, vous savez que les Marie-Galantais sont encore des Guadeloupéens, donc les Marie-Galantais ont accès à la plateforme. J'aime bien le encore, oui. Et oui, mais parce que votre question même me fait penser que vous n'avez pas compris que nous faisons partie de la même Guadeloupe. Si, donc, si. Nous avons accès à la plateforme Riposte, tout comme les Guadeloupéens confinés dans les autres communes de Guadeloupe. Donc la question n'a pas vraiment lieu d'être. Quoi qu'il en soit, vous savez qu'être confiné à Marie-Galante, c'est peut-être plus agréable bien souvent qu'être confiné en plein réseau, je suppose. Ah ben, j'imagine, oui. Donc à Marie-Galante, nous avons tous des bœufs à les attacher, des cochons à les nourrir. Donc ça nous donne quand même l'occasion de prendre l'air et de réfléchir à notre situation justement de doublement insulaire et de voir que le projet que nous portons d'autosuffisance alimentaire, d'agriculture, où Marie-Galante, c'était le potomitan de ma campagne électorale dernière, devrait revenir le grenier de la Guadeloupe, mais je crois que plus d'un a réalisé que ce n'était pas des vrais mots et que c'est vraiment vers cela que nous devons aller. Nous devons relancer le poids d'Angole, relancer la diversification agricole et surtout pouvoir nourrir notre population. Vous voyez bien que là, nous avons 2 rotations qui nous emmènent à manger 2 fois par semaine. Est-ce bien normal? Nous pourrions arriver à une épidémie sans la souhaiter de quelque chose où il n'y aurait pas de rotation du tout. Pour autant, il faut qu'on puisse subvenir aux besoins de notre population. Donc je crois que le Covid-19 a été l'occasion de se rendre compte de l'importance de cette autosuffisance que nous appelons de nos voeux. Alors, est-ce que les agriculteurs marie-galantais qui sont sur la canne pour l'instant, pour la plupart, sont prêts maintenant à se reconvertir dans d'autres productions, je veux dire, plus liées à l'alimentation globale et générale? Alors, se reconvertir n'est pas le mot approprié, mais ou à s'y mettre, diversifier. Ils devraient s'y mettre sans laisser la canne, mais compléter leur activité par une activité vivrière, par une activité d'élevage peut-être plus intensive que les 2 bœufs dans la savane. Voilà, le Marie-Galantais, je crois, a bien compris et j'ai eu à rencontrer le président de la FDPE locale, M. Chelza, qui me disait qu'il a déjà des agriculteurs porteurs de projets justement qui vont dans ce sens. Donc je crois que quelque part, comme on dit, à malheur, il y a toujours quelque chose à en tirer. Le revers de la médaille, en tout cas, c'est que je crois qu'on va prendre conscience qu'il faut absolument que nous tirer des pieds en nous à leurs mêmes souliers et que nous organiser, nous, en petit pays là, pour que nous faire ça qu'il faut, pour que nous pas toujours à attendre à les autres. Je crois que c'est ça la grande leçon du Covid-19, c'est que nous, pour nous, en même Marie-Galante, pour nourrir déjà le monde Marie-Galante, et que peut-être que c'est nous qui nourrir la Guadeloupe. Nous déjà qu'à faire, il faut nous virer à ça. Donc, parce que effectivement, ils savent que nous pas ni chlordécone, que nous pas ni savoir-faire là, on a des agriculteurs qui ont la méthode. Donc, on a à avoir plus confiance en nous et à se mettre au travail pour, justement, pays-là, on balance différent de la nouille là pour le moment qu'à manger un petit bitin en sachet. Bitin, je tiens bateau. Non, mais tu vois, si ça m'arrive, je n'ai encore que tout le Guadeloupéen qui est d'accord avec ça, on va dire là, mon Marie-Galante qui vient du jardin à la Guadeloupe, et c'est pourquoi il a un jardin à la Guadeloupe, ça, si bateau y est. Donc ça, c'est pas normal, mais je pense que même en Guadeloupe, tout le monde comprend que ça pas réel que nous avons une situation comme ça. Nous avons trop de monde qui travaille, nous avons trop de terre à disposition nous pour nous laisser. Et c'est pareil, nous avons vu habiter à la gouvernance là, et c'est pour ça que Marie-Galante a dit, c'est pas normal. Même si moi, c'est un conseiller départemental, mais c'est pas normal que ce département a décidé de faire ça, nous a fait et Marie-Galante. Donc tout ça, c'est des questions que nous n'y a posées. Et franchement et clairement, regardez-nous en face pour dire qu'à nous qu'a fait et qu'à nous voulait faire. C'est surtout ça, qu'à nous voulait faire et qu'à nous ça parti pour faire pour le pays là. Eh bien, Marie, je nous dire merci, son débat que vous avez ouvert là, nous avons après Covid là qui est réglé, nous avons une occasion d'ouvrir, c'est ça. Dernière question, le 11 mai, le gouvernement français a décidé, effectivement, la relance, le déconfinement, pour Marie-Galante, ce sera beaucoup plus progressif, en dehors de l'école, je parle d'une manière générale, par exemple, sur le transport en bateau. Qu'est-ce qui est prévu? Quel est l'agenda qui est prévu pour cela? Alors, pour le moment,
nous avons rencontré les différents acteurs de cette filière maritime. Donc, nous rencontrer qui c'est les armateurs. On est en train de commencer la discussion avec les armateurs, avec les médecins, avec la population. Oui. Mais c'est vrai que de toutes les façons, nous ne pouvons pas avoir fait autant d'efforts pour ouvrir les vannes du jour au lendemain. Donc, la reprise des bateaux ne pourra être que progressive en fonction de ce qu'il se passe en Guadeloupe. Parce que tout est conditionné par la circulation du virus. Si la circulation du virus est forte en Guadeloupe, vous comprenez bien que nous n'ouvrirons pas les bateaux sur Marie-Galante. Mais parce que Marie-Galante n'avait pas prévu de quatorzaine encore, pour l'instant, non? Pour le moment, non, puisque nous sommes censés, quand vous arrivez en Guadeloupe, avoir cette quatorzaine. Donc ceux qui ont la quatorzaine en Guadeloupe, qui viennent à Marie-Galante après, par le bateau, n'ont pas besoin de la quatorzaine. Pour ceux qui arrivent par l'avion, parce que je vous rappelle que nous avons une liaison aérienne, ceux qui arrivent par avion subissent la quatorzaine, ou la vivent sans la subir, mais ils la comprennent. En tout cas, nous avons mis un système où quand ils arrivent, ils sont tracés, les policiers de chaque commune les accompagnent à comprendre l'intérêt de cette quatorzaine. Et effectivement, il y a une quatorzaine à respecter pour toutes les personnes arrivant pour le moment par avion à Marie-Galante. Bien. Maryse Edzol, on vous remercie d'être intervenu, de nous dire tout ça. Et puis, on a écouté vos propos. Comme on dit, c'est à suivre. Merci en tout cas. Vous étiez en direct dans le ZCL News. À très bientôt. 13h04. Merci à vous. On vous remercie. On prend une petite pause pour l'instant et puis on revient pour la suite. La suite, ce sera Pascal Bon, avocat, dans un instant. Il est déjà 13h12 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous et bon appétit si vous êtes presque au dessert. Alors, nous allons parler des avocats, pas des avocats comme moi, mais des avocats qui sont votre partenaire quand vous avez des difficultés avec le monde d'une manière générale, le monde judiciaire. Et donc, on savait qu'il y avait une grève des avocats avant même le Covid. Les avocats n'étaient pas contents des problèmes qui s'étaient posés autour de la retraite. On se souvient qu'on avait reçu ici même Pascal Bon, qui était venu nous expliquer la situation particulièrement difficile des jeunes avocats et des avocats en général, puisque les cabinets étaient presque sous le point de fermer. Cette situation perdure dans cette période de Covid, et c'est la raison pour laquelle nous recevons en direct Pascal Bon, jeune avocat. Bonjour Pascal Bon. Bonjour monsieur Jean-Louis. Merci d'être avec nous. Alors, je ne savais pas que les avocats pouvaient bénéficier du chômage partiel. Il semble que c'est une mesure qui a été prise pour vous aider, c'est ça? Bien évidemment, en tant que tel, les structures d'avocats, nous sommes aussi des chefs d'entreprise et d'entreprises guadeloupéennes, donc effectivement on a pu bénéficier des mesures qui étaient liées donc, aux entreprises dans le cadre de cette crise. L'ensemble des avocats ou une certaine catégorie? Alors, bien évidemment, il y a donc les structures où il y a les salariés ou les avocats collaborateurs, donc ils ont mis en place donc la fameuse mesure liée donc au chômage partiel, mais il y a aussi à titre individuel en tant que professionnel libéral. Donc on a pu aussi en tout cas souscrire donc à l'aide qui était prévue pour le mois de mars et qui est renouvelée au mois d'avril, c'est-à-dire les 1 500 € au BAMO pour l'aide exceptionnelle via les services fiscaux. Alors, mars et avril, mais et le reste, parce que certaines entreprises déjà en France, d'une manière générale, exigeraient que ça continue au moins jusqu'en juin. Ce n'est pas le cas pour les avocats? Mais vous auriez compris que depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, nous sommes sur, on va dire, à peu près, quasiment un décret on a arrêté par jour. Oui. Donc, une production de dispositions réglementaires exceptionnelles, ce qui fait que, effectivement, nous sommes obligés de mettre en place une veille juridique de tous les instants pour pouvoir, à chaque fois, ajuster effectivement les conseils sur ce plan-là. Donc, on espère qu'effectivement, puisque au-delà du confinement, l'état d'urgence sanitaire sera au moins prorogé jusqu'au mois de juillet, il y a lieu de pouvoir donc pérenniser, renouveler ces mesures-là. Depuis 2 mois, Pascal Bon, les cabinets sont vraiment fermés ou alors vous travaillez comme les autres en télétravail avec vos clients?
Alors, effectivement, tout dépend de la structure des cabinets. Donc, il y a des cabinets qui fonctionnaient beaucoup en conseil. Donc, ils ont pu, on va dire, avec la mise en place du télétravail, de tout ce qui est téléconsultation et visioconférence, absorber, on va dire, la chute d'activité. Mais ceux qui étaient sur, on va dire, les activités pleinement contentieuses, donc liées à l'activité des tribunaux, qui sont quasiment fermés, oui, on a été gravement et durement touché encore plus depuis ce confinement, mais en tout cas, pour l'ensemble des cabinets de Guadeloupe, il y a lieu de retenir plus de 50% de baisse d'activité, ça c'est sûr. Ça signifie que pour vous, la date du 11 mai de relance de l'activité, c'est un bonheur? Bien évidemment non, puisque vous l'aurez aussi souligné dans les déclarations du Premier ministre, il n'y a pas eu grand-chose sur, on va dire, l'activité judiciaire et les tribunaux, tous les autres secteurs d'activité, mais je pense que ça a l'échelon en vertu donc, des dispositions, on va dire, de bon sens et en matière de distanciation, en matière on va dire, de sécurité sanitaire. En collaboration avec la magistrature, donc les chefs de cour, donc on est en train de discuter et de mettre en place tous les moyens pour pouvoir progressivement, à partir du 12 mai, reprendre une activité judiciaire, on va dire, un peu plus normale. Mais c'est vrai que pour l'instant, ici et là, on a quand même réussi à maintenir nos missions sur les comparutions immédiates, sur on va dire, les urgences d'urgence, lorsqu'il y avait situation soit d'urgence ou bien des cas de flagrant délit sur le plan pénal. Donc on a eu quand même assuré des audiences, mais c'est vrai que l'activité repartira progressivement à partir du déconfinement, donc dans le même rythme que le déconfinement progressif. Alors, l'autre question qui s'était posée, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'était la question des retraites. Alors, est-ce que cette question-là, elle est définitivement hors sujet ou bien est-ce qu'elle reviendra sur le tapis? Elle reviendra sur le tapis. C'est sûr que, on va dire, le débat est suspendu, la retraite, les débats sont suspendus là-dessus, mais c'est vrai qu'il y aura lieu, à l'issue donc, de cette période de crise, de pouvoir retrousser les manches et pouvoir définitivement, on va dire, peser les jalons de consensus, parce que de toute façon, il faudra tenir compte des résultats et de la situation économique des entreprises et des caisses, parce que de toute façon, pendant toute la durée de cette crise, nous sommes à même légitimement de réclamer de nos caisses on va dire de gestion, oui, un effort sur le plan de l'aide aux avocats qui sont encore en exercice via ces fonds de réserve. Je lisais dans un quotidien français que certains cabinets d'avocats en France, je ne sais pas pour la Guadeloupe, risquent de même plus réouvrir tellement le choc aura été dur pendant ces 2 mois sans activité. Bien évidemment, puisque vous avez souligné, on avait déjà la problématique durant les discussions et les événements dus à cette procédure de réforme des retraites, aggravée par la situation actuelle. C'est vrai que nous avons du retour sur certains confrères qui se posent sérieusement la question de déposer le bilan. C'est vrai qu'au niveau national, un sondage a été effectué, pas moins de 30% se posent la question, et sur les 30% de ces confrères qui se posent la question, effectivement, peut-être qu'il y aura 10% à 15% qui peut-être iront vraiment vers, on va dire, une reconversion, en tout cas, un dépôt de bilan. Ça va toucher particulièrement les jeunes avocats ou les cabinets, même les cabinets déjà bien établis? Oui, ça touchera les deux types de confrères de structures, puisque peut-être que grand cabinet gagne beaucoup de charges, donc les charges, si on n'arrive pas à les réduire convenablement, alors que pendant une longue période de confinement, une longue période d'état d'urgence, les entrées et les chiffres d'affaires baissent et continuent de baisser sérieusement, certains gros cabinets seront effectivement obligés soit de réduire, soit de mettre fin donc, à leur activité. Et c'est vrai qu'aussi, on peut penser, et on est là pour ça aussi, aux jeunes confrères qui viennent d'arriver
n'ont pas encore de clientèle bien constituée et qui, au détour d'une collaboration d'un cabinet, devraient se développer. Et là, ils arrivent dans la profession à un moment très compliqué et qui peut peut-être les décourager et peut-être les diriger à changer de voie. Outre les 1 500 € d'aide donnée pour le chômage partiel, est-ce qu'il y a d'autres aides qui sont prévues? Parce que hier, il y avait par exemple une CTAP à la région. Bon, bien sûr, on n'en a pas parlé des avocats, même si vous avez un éminent représentant à la région, mais en tant qu'entreprise, il y a des choses qui sont prévues pour vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie en même temps des TPE, des entreprises guadeloupéennes. Donc à ce titre-là, nous sommes, pour certains, en tout cas, éligibles aux dispositifs qui ont été présentés par la région. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons aussi au niveau de la Caisse nationale du barreau de France, donc la Caisse de gestion de nos retraites, qui aussi a mis en place un fonds d'aide spécifique par rapport à la situation. Et au niveau même de nos autres, au niveau même de caisse, on dit CARPA, une caisse qui gère donc les fonds des avocats, nous avons aussi une avance qui va être mise en place pour tous les confrères qui l'activité dépend de l'aide juridictionnelle. Et donc, par un système d'avance, donc sur leur future mission et activité, très rapidement, le bâtonnier et le conseil de l'ordre, chaque barreau va mettre en place donc le dispositif qui sera applicable rapidement pour pouvoir faire en sorte que les confrères, et sous ce type-là, les jeunes confrères souvent, qui participent beaucoup à l'aide juridictionnelle, à cette mission d'aide juridique, pour pouvoir avoir une avance qui correspond à 25% des deux dernières années au niveau du chiffre d'affaires. Bien, on va terminer là-dessus. C'est peut-être la note d'espoir, puisque au lendemain de la reprise des activités, il y aura sûrement beaucoup de procès, de ci ou de là, des entrepreneurs, des personnels qui auront été licenciés ou pas, etc. Et j'imagine que pour vous, ça va être quand même un petit peu de business quand même qui va reprendre. Alors, business, mais d'ores et déjà, c'est vrai que nous sommes déjà au fond. Vous aurez noté le nombre de recours et d'actes de justice qui ont été des recours qui ont été faits au niveau de l'administratif ou du près d'État. Oui. Des questions sur les atteintes légitimes ou pas aux droits et libertés fondamentales. Donc, nous sommes déjà en activité là-dessus. Oui. Mais c'est vrai que sur les deux domaines de prédilection qui sont le droit du travail, le droit de la famille, oui. On a dit, les violences familiales, mais aussi, il y aura de quoi. Il y aura de quoi avec les employeurs et les employés par rapport aux dispositions du droit du travail. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bonne reprise, Pascal Bon, et puis à très bientôt en direct toujours dans le ZCL News. Merci, il est 13h23. Je vous remercie, bonne continuation. On va tout de suite vers retrouver notre infirmière libérale habituelle. Je parlais Emmanuel, qui comme toujours nous prodigue, non pas des soins là, mais plutôt des conseils. On regarde tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes à notre 3e semaine de confinement et c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Messieurs et dames, ça anti-genre raide confinement là. Les représentants parler des docteurs, des infirmiers, des soignants de l'hôpital, ils ont crié rouleau bravo pour force nous cabazot. Ça belle tout bonnement et en cas disot merci pour ça. Mais on savons tibitain, celle bitin qui a séparé un soignant de la population, c'est que nous faisons formation à la santé et qu'à nous plus connaissance que ça zone. Mais c'est celle bitin qui a séparé nous des autres. Parce que nous savons bitin là, vont tirer blouse là, ça c'est moi. Là, vous voyez, en lagué chivé là. Et bien, on fait un petit gaga pour les livrer, moi. On carrévine exactement comme ça. On carrévine au monde lambda. On carrévine avec tout frisson en dos en moins, là, on carrévine parler de Covid. On carrévine exactement comme ça. On carrévine trapper paix pour pas attraper maladie là, ça, je comprends. En panique, pis cap qui ont monde. Seul but c'est que toute recommandation vous mettez en place et que vous ban nous, on ca essayer mettre là en place pour empêcher pas attraper maladie là ça.
Yo parlé moi de lavage des mains en café. Yo dit moi qu'on ça mettez masse en figue en moi là on sorti en café. Yo dit moi pas manier masse là n'importe qui gens, c'est ça aussi en café. Yo dit moi mettez gants oui, mais faut savoir qui gens qu'a utiliser gants là. Ça aussi en café. Yo dit moi mettons distance avec ces moun là vont qu'a parler avec yo tout c'est en coup dans moi. Toutes ces recommandations là, yo dit moi fait là en café. Celle bité on peut pas mettre en place ce confinement là, obligé vivre nous autres obligé de travailler. Mais autres, si vous pas rien à faire en la rue là, restez à casa autres. Pas sortir, restez à casa autres. C'est comme ça que prend soin des autres, que prend soin des familles à autres, que prend soin aussi de nous, ces soignants là, que aider nous, puisque que fait quelqu'un ni moins moun malade. On peut espérer, on peut comprendre ça. Restez à casa autres. Yo parlé de déconfinement pour les 11 mai. On nous bat ces chercheurs là, ces docteurs là, tous ces moun là qui travaillent là, on nous bat yo en force pour que d'ici les 11 mai, yo peut trouver une solution pour les ouvrir nous sortir de pour nous certains nous sortir nous pas rentrer encore. C'est ça qui est plus important pour le moment, c'est essayer de mettre en place tout ça yo ka bazot comme conseil. Mettez ça en place, restez à Casazot, pas perdre foi. Allez. À ciao, bye bye, en bas de soleil. Ben, Manu a donc d'autres soleil sans la pluie. Et nous voyons, il partait en infirmière, voilà, ça a été en normal. Alors, tout de suite, nous allons rentrer en lionnage avec une jeune, la plus jeune invitée du ZCL. C'est la première fois, c'est en exclusivité. Elle s'appelle Marine. Et Marine est au bout du fil. Bonjour, Marine. Marine? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, il faut que tu nous dises d'abord quel âge tu as, Marine. Alors, j'ai 11 ans. Tu as 11 ans et c'est la première fois que tu es dans le ZCL. Alors, pourquoi tu es notre invité aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer ça à tous les gens qui te regardent ici en Guadeloupe, en France, un peu partout? Pourquoi tu es notre invité? Alors, aujourd'hui, je suis votre invité car ma maman et moi, on a décidé de faire une vente de gâteaux. Oui. Avec la vente de gâteaux, oui. L'argent qu'on va gagner, eh bien, on va acheter des masques. Oui. Mais elle se fait où cette foire de gâteau, Marine? Comment? Où est-ce qu'elle se fait la foire du gâteau? Alors, elle se passe... elle se passe à la résidence Pétiri. Oui. Et quel jour? Il faut préciser le jour pour que les gens viennent. Alors, le jour, ça se passe le 2 mai. Oui. C'est-à-dire, c'est samedi, je crois, c'est ça? Oui, c'est samedi. À partir de quelle heure? À partir de 10h. De 10h du matin. Alors, quand les gens viendront acheter les gâteaux, à quoi servira l'argent qui sera recueilli, Marine? Alors, l'argent... oui, et nous avons un service de livraison aussi. Oui. Et les gens ne sont pas obligés de venir. Ah, d'accord. Ils ne sont pas obligés de venir, alors comment ils font? Eh bien, on prend leur numéro. Oui. Alors, donne-nous le numéro. 06 90 oui. 72 oui. 66 02. Son numéro qu'on connaît bien, 62 66 02. Voilà. Oui. Alors, donc, il y aura toutes sortes de gâteaux samedi? Oui, il y aura des moellons au chocolat, des fondants au chocolat. Oui. Des gâteaux au yaourt, des gâteaux au beurre. D'accord. Des gâteaux au chocolat. Bien. Alors, donc, l'argent servira à acheter des masques. Et ces masques-là seront offerts à qui après? Alors, les masques seront offerts à l'hôpital. À quel hôpital? L'hôpital Palais Royal. Au Palais Royal, d'accord, aux Abbayes. En Jamaïque, soins médicalisés. Bien. Ben écoute, Marine, on te remercie de cette initiative. Je rappelle que Marine a 11 ans et qu'elle a pris la décision de lancer une véritable opération pour l'achat de masques. Et pour cela, elle va vendre des gâteaux. Enfin, elle fait vendre des gâteaux. Tu voulais ajouter un dernier mot, Marine? Et aussi, il y aura des trucs, j'ai oublié de vous préciser. Oui? Oui. On t'écoute? Oui,
voilà. Voilà. Oui, bisous, merci. Eh bien, merci Marine. Je rappelle le numéro 0690 62 66 02 si vous voulez donner une force à Marine et à ces gâteaux, à cette foire au gâteau, pour permettre d'acheter des masques qui seront donnés aux gens qui travaillent, aux soignants du Palais Royal. C'est aux Abîmes, si vous ne savez pas aussi. Voilà, il est 13h33. On prend une pause encore et puis après, on va se retrouver avec notre psy. Et après, bien sûr, on ira faire un petit tour du côté des pharmacies, puisque justement les masques, alors il y a les masques et les masses, hein, c'est pas même bien là. Bon, à tout à l'heure. Voilà, il est 13h35 et tout de suite, nous allons partir en direction de la CAF. Nous allons rencontrer Madame Claire Corentin. Madame Claire Corentin, c'est la directrice générale adjointe de la CAF et en période de confinement, les gens ont besoin de savoir beaucoup de choses, notamment, Madame Corentin, bonjour. Bonjour, monsieur Olive. Bonjour, oui. Les auditeurs. Alors, je disais que les gens ont besoin de savoir pour les prestations déjà. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par faire un point sur les prestations, puisqu'on est à la fin du mois. Oui. Donc, les prestations vont être versées dans les mêmes conditions qu'au mois d'avril, c'est-à-dire avec l'application de mesures de maintien de droit pour les bénéficiaires des minima sociaux, donc le RSA, l'AAH, la EEH, les personnes qui sont sous tutelle. Alors, depuis le mois dernier, on peut noter une seule modification, c'est effectivement par rapport à la validité des titres de séjour, puisque le gouvernement avait dans un premier temps prolongé donc, ces titres de séjour pour 3 mois, et maintenant ils sont prolongés pour 6 mois. Donc les personnes qui n'ont pas leur titre de séjour encore renouvelé à cause des difficultés administratives n'ont pas à s'inquiéter. Bien. Par contre, contrairement au mois précédent, nous ne ferons pas de versement anticipé des prestations. Oui. Et donc, les bénéficiaires, ils vont être payés, comme d'habitude, le 5 du mois, donc le 5 mai. La semaine prochaine. Bien. Voilà pour ce qui est des prestations. Pour les aides exceptionnelles maintenant. Voilà, alors il faut savoir donc, que nous avons mis en place, dans le cadre de notre mission d'accompagnement des familles, de cette période critique, 3 mesures exceptionnelles qui vont permettre à celles-ci de faire face à leurs besoins. Oui. Tout d'abord, mesures mises en place donc, par le gouvernement, l'aide exceptionnelle de solidarité en soutien aux familles vulnérables. Alors, ça va concerner 2 catégories de bénéficiaires. Les allocataires du RSA, ils vont toucher donc une aide de 150 €, revalorisée de 100 € par enfant à charge de moins de 20 ans. Ça va concerner à peu près 43 000 familles chez nous, dont 18 000 avec des enfants. D'accord. Deuxième catégorie, les allocataires de l'allocation logement avec un enfant à charge de moins de 20 ans et qui ne bénéficient pas du RSA. Eux, ils vont toucher donc une aide de 100 € par enfant. Ça va concerner environ 10 000 familles. Alors, pour toucher cette aide, il n'y a absolument aucune démarche à effectuer et ces aides donc ne seront pas cumulables. Et il faut savoir qu'elles vont être versées donc le 15 mai. Le 15 mai, d'accord. Alors, on parle beaucoup déjà de la rentrée scolaire, donc les restaurants scolaires vont peut-être redémarrer. Il y a quelque chose de prévu? Voilà, alors par rapport à la part, en fait, qui est une prestation donc, que nous versons pour aider les familles précaires à accéder à la cantine. Alors, nous ne pouvons pas nous prononcer pour savoir si elles vont s'ouvrir ou pas, mais nous avons mis en place une mesure pour aider ces familles, puisque aujourd'hui, elles ne peuvent plus avoir accès à cette cantine, qui est souvent, on l'a dit et on l'a répété, c'est parfois le seul repas équilibré que font ces enfants dans les collèges, les lycées et à l'école primaire. Alors, comme nous ne pouvons pas verser les sommes, on a décidé d'attribuer une prestation exceptionnelle de restauration scolaire. Au lieu que les sommes soient versées donc, aux cantines, elles vont être versées directement aux familles. Chaque famille donc, concernée va recevoir 43 € par enfant. D'accord.
Et les familles concernées sont les familles qui ont touché à la rentrée scolaire l'allocation de rentrée scolaire. Donc toutes ces familles vont recevoir, d'ailleurs je pense que c'est aujourd'hui que cette argent devrait être sur leur compte. Elles vont donc recevoir 40 € par enfant. Ça va concerner 49 836 familles. D'accord. Pour un montant donc de 2 142 948 €. Alors, il y a aussi, je crois, vous avez prévu des aides d'urgence. Voilà, tout à fait. Dernier, je dirais, critique de... Oui, alors, dernier critique, effectivement, de nos mesures d'accompagnement des familles, ce sont des aides d'urgence. Alors, ce sont des aides qui sont des aides extra-légales, donc définies par notre conseil d'administration. Et par contre, ces aides ne sont pas automatiques, mais elles sont versées après une analyse faite par nos travailleurs sociaux. Et il faut noter qu'à titre exceptionnel, elles pourront être attribuées à des familles non allocataires avec des enfants. Il faut savoir que toutes nos aides extralégales, normalement, sont pour des allocataires. Et là, à titre exceptionnel, pour faire face à la crise, des familles, si elles ont en charge d'enfants, pourront en bénéficier. Alors pour ça, il faut s'adresser donc à nos travailleurs sociaux qui tiennent une permanence les mardis et jeudis de 14 à 17 heures en fonction donc de son lieu de résidence. Alors on peut connaître effectivement les coordonnées du travailleur social, excusez-moi, oui, en allant donc sur notre site CAF.fr où vous aurez la liste des travailleurs sociaux par secteur. Bien. Ou alors, deuxième possibilité, utiliser sur notre site internet une adresse mail urgencesociale@nafmail.fr. Bien. Et donc, vous serez recontacté. Alors, donc, ce sont ces 3 aides que nous mettons en place. Oui. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez bénéficier des 3 si vos conditions, effectivement, le permettent. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la relation de service? Alors, la relation de service, c'est en fait les possibilités de contact que nos allocataires ont avec notre organisme, et notamment les accueils physiques, le site internet, l'accueil téléphonique, tout ce qui permet à nos allocataires d'entrer en contact avec nous. Et justement, vous le savez, donc actuellement, nos accueils sont fermés. Notre téléphone fonctionne de façon dégradée. Oui. Et nous avons donc cherché des dispositifs, des moyens pour que nos allocataires puissent quand même, surtout en cas de difficulté, avoir un contact avec nous. Alors, pour cela, on a mis en place donc ce qu'on appelle les rendez-vous téléphoniques. D'accord. C'est-à-dire que l'allocataire qui justifie, quand il voulait avoir un rendez-vous physique dans l'accueil, allait sur notre site et faisait la demande, il va faire la même démarche, sauf que cette fois, il aura un rendez-vous téléphonique, c'est-à-dire que le technicien va le rappeler à l'heure et au jour qu'il aura choisi. D'accord. Donc ça, c'est le premier, je dirais quelque part, substitut au manque à la fermeture de nos accueils physiques. Le deuxième, c'est la mise en place de l'accompagnement numérique par téléphone. Nos allocataires, effectivement, viennent dans notre centre où ils ont un accompagnement de ce qu'on appelle nos espaces multiservices pour ceux qui ont des difficultés à utiliser donc Internet. Avec la fermeture donc, de ces espaces, nous avons décidé de contacter nous-mêmes directement l'allocataire. C'est-à-dire que dans nos fichiers, nous connaissons un certain nombre d'allocataires qui ont des difficultés, qui font des démarches généralement en venant chez nous dans notre espace multiservice. Et donc, ces allocataires, nous les contactons directement pour les aider à effectuer leurs démarches. Et le troisième donc, dispositif, c'est la dématérialisation des pièces justificatives. Jusqu'ici, nos allocataires ne pouvaient pas nous envoyer des pièces directement par le site. Ils devaient les envoyer par le courrier. Oui. Or,
nous sommes dans la même situation, les relations, je dirais, par courrier sont difficiles. Donc, on a mis en place un dispositif qui leur permet, sur le site, d'envoyer un certain nombre de pièces pour pouvoir régulariser leur dossier, pour pouvoir les traiter. Bien. Donc, oui. On essaie effectivement de pallier aux difficultés qu'ont nos allocataires aujourd'hui pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Alors, c'est le dernier mot, Madame Corentin. Le gouvernement français a décidé que l'ouverture, enfin la reprise des activités, ce sera le 11 mai. Est-ce que la CAF risque d'être ouverte à cette époque-là, ou bien vous restez encore en situation de télétravail? Alors, je pense qu'on aura l'occasion effectivement de revenir pour expliquer le dispositif, donc notre fonctionnement à partir du 11 mai. Mais vous comprendrez bien que nous n'allons pas réouvrir tout de suite après le 11 mai. D'ailleurs, les consignes sont de rester le plus possible en télétravail. Donc, nous allons continuer et progressivement, en fonction des évolutions, essayer de réouvrir certains services. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place tous ces dispositifs, parce qu'on sait que nos accueils ne seront pas ouverts aux tout venants le 11 mai ou peut-être même au mois de juin. Donc c'est important pour nous d'avoir des substituts, de donner à nos allocataires des moyens quand même de traiter leur dossier. Bien. Ben, Madame Corentin, on vous remercie et puis on attendra donc les dernières dispositions parce que vous imaginez bien que vos allocataires sont impatients de vous retrouver et j'imagine que ça doit être pareil. En tout cas, merci de votre intervention et puis on vous retrouvera bientôt, bien sûr. Merci beaucoup de nous donner la parole. Merci. Ben, c'est tout à fait normal. Voilà, il est 13h47. Alors, on va faire le point, comme tous les jours, de l'ARS sur le coronavirus, le point de la situation au 30 avril, c'est-à-dire à la veille du 1er mai. Le 1er mai, fête à travailler, c'est demain, je vous l'ai déjà dit, je le répète. Alors, ce jeudi, la Guadeloupe compte un nouveau cas, on est passé à 152. Quand je disais tout à l'heure que le virus n'est pas encore maîtrisé, ici aucune encore, et plus il y aura des gens à l'extérieur, plus qu'il y a des cas d'arrivée, plus qu'il y a des cas traîner tout cas tout, eh bien, plus qu'il y a des virus, donc on passe à un cas supplémentaire. Et un nouveau décès, il fallait s'y attendre, une femme de 79 ans qui présentait des facteurs de comorbidité. Alors, elle était hospitalisée depuis le 6 avril au CHU de Pointe-à-Pitre et sans notion de voyage, ce n'était pas une croisiériste, cette dame-là. Cela porte au nombre de 12 les décès pour la Guadeloupe. Alors, curieusement, j'apprends que, vous savez que le gouvernement français a décidé qu'il y aura des zones rouges, des zones vertes, etc., en fonction de l'importance et de la diffusion du virus. Et j'apprends que la Guadeloupe a été classée en zone verte parce que, on considère que 12 personnes, 12 personnes qui meurent, c'est 12 malheureux qui pâtissent, c'est en lot, mais enfin, on a considéré que pour l'instant, 12 personnes, ce n'était pas beaucoup pour eux. Alors, parmi ces cas, il est confirmé pour l'instant, il y a 7 patients, 7 personnes qui sont hospitalisées au CHU de Pointe-à-Pitre, 6 sont en réanimation et 1 en médecine. Il n'y a plus de patients à Basse-Terre. Basse-Terre, il y a eu très peu d'impact du virus, et c'est tant mieux. Ni à Marie-Galante, vous l'avez entendu tout à l'heure, Madame Edzol vous a dit qu'on avait créé à Marie-Galante, ils avaient créé à Marie-Galante un Covid Center, nous pas même dire ça en Guadeloupe, mais Marie-Galante, déjà ni Covid Center à you. Et donc, pour l'instant, restez mobilisés, pas bouger. Comme chaque jour maintenant, on va retrouver la chronique des psys et des psychologues. Et pour ça, on va retrouver Madame Cherline Gourdet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Denis. Bonjour de nous donner la parole. Mais merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler des comportements à risque et justement, j'ai comme le sentiment que, d'après ce que disent les policiers et les magistrats, que le déconfinement risque aussi de favoriser des comportements à risque. Oui, tout à fait. Le déconfinement, en fait, pendant cette période de confinement, c'est sûr que ça n'a pas été simple pour tout un chacun. Donc chaque individu a été obligé de se renfermer.
de ne pas pouvoir se nourrir comme il voulait, entre guillemets, nourrir son esprit, se faire plaisir. Et donc, le déconfinement va favoriser effectivement des comportements, c'est-à-dire que les gens vont chercher à compenser. Donc, oui. Ils risquent d'avoir un élan de surconsommation, notamment on l'a vu en Guadeloupe après la crise de 2009. Oui, mais sauf que là, ils avaient reçu 200 €, donc effectivement, ils pouvaient aller chez Ayotte dépenser les 200 €. Cette fois-ci, c'est pas ce bon. On passe à autre chose. On continue. Non. Oui, donc en fait, ils risquent d'avoir une surconsommation. Donc, ce qui est important, parce qu'il y a eu beaucoup aussi d'apéros, de visio-apéros, Oui. il y a eu beaucoup de choses où les gens ont eu besoin aussi de boire pour Oui. que cette période soit moins compliquée. Et je parle d'alcool dans toutes les catégories, voilà, de la famille. Oui. Donc, sauf les enfants, mais bon. Voilà. Donc, il est important, en fait, aujourd'hui on en parle parce qu'il est important de commencer à se préparer, Oui. à s'autoréguler. C'est-à-dire que si l'alcool était devenu un moment de plaisir pour passer le temps, comme on va sur une période de déconfinement, comme j'ai dit la dernière fois quand je suis passée, il faut commencer à se déconfiner psychologiquement. Donc se déconfiner psychologiquement, c'est avant tout s'autoréguler, apprendre à s'autoréguler petit à petit. Par exemple, si on consommait par plaisir, réduire les consommations. Et quand je parle de consommation, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, la drogue, enfin voilà, les écrans aussi. Oui. Voilà, écrans, malheureusement, oui. on a dû... Enfin, pas l'écran de ZCL quand même, pas l'écran de ZCL quand même. Non, enfin, oui, bon, on vous regarde, c'est pas trop longtemps, donc ça va. Oui. Mais c'est vrai qu'il est recommandé de rester au moins 30 minutes devant la télé et puis d'apprendre à s'autoréguler 30 minutes par jour, d'apprendre à s'autoréguler au niveau de la consommation, voilà, la nourriture, et pour réduire en fait les instants primaires. Donc, il est important aussi de reprendre des horaires, c'est-à-dire que voilà, on refait un programme en se disant bon, je risque de retourner au travail, je risque d'emmener mon enfant à l'école. Commencer vraiment à préparer une organisation, un planning, à se dire bon chaque jour, en fait voilà, par exemple on commence cette semaine on se couche 1 heure plus tôt, la semaine prochaine 2 heures plus tôt, ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à retrouver un rythme normal qui vous convienne. Bien. Alors, l'autre problématique du déconfinement, c'est, s'il y a lieu, c'est surmonter ce qu'on appelle la peur des autres. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, forcément, on va être déconfiné et avec un effet de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, on va être déconfiné, on va tous être avec des masques et il faut savoir que l'individu, en fait, se méfie. Oui. Quand, par exemple, il y a des soucis, qu'ils ont peur de quelque chose, ils ont tendance à faire des petits groupes, à se méfier, à s'imaginer. Ce sont des mécanismes en fait d'autoprotection. Oui. Donc, en plus, avec la peur de la contamination, il y aura des attitudes de jugement et puis aussi une longue réadaptabilité au travail. Parce que, Cherline, j'ai noté quelque chose. Certaines personnes qui sont atteintes du virus par la maladie ont peur de le dire à d'autres personnes. Oui, tout à fait, parce que forcément, ils risquent d'être stigmatisés, mis de côté, et parce que, bon, les gens, enfin, ceux qui ne sont pas malades, on ne le sait pas, puisqu'on n'est pas testé, mais ceux qui ne représentent pas de signes de la maladie se méfient, et on a peur de la mort, peur de ce que ça pourrait causer. Donc, oui, effectivement, les personnes malades, malheureusement, ont peur d'en parler, se cachent, et... Je pense que c'est important que ces personnes-là soient entourées de leur famille, des proches, mais aussi se disent que voilà, il y a des professionnels qui sont là aussi pour les écouter avec la plateforme d'écoute psychologique Covid, et puis les psychologues qui sont à leur disposition. Et, mais aussi, il faut que ces personnes-là se disent aussi qu'ils ont réussi à sortir de cette maladie. Donc qui au contraire qui devraient être fiers et qui n'hésitent pas, peu importe le jugement des autres. De toute façon, tout le monde se juge malheureusement, et c'est pas ça qui doit les empêcher en fait de vivre et de dépasser en fait cette période.
Tout à fait. Alors, l'autre problématique, c'est la réadaptation au travail en déconfinement. Oui, parce que en fait, les gens ont eu du mal à s'habituer au télétravail, c'était compliqué. Donc maintenant qu'ils commencent, faut savoir qu'il faut 21 jours pour que le cerveau s'habitue à quelque chose. Oui. Donc c'est bon, ils ont trouvé un rythme de croisière, ils mettent en place les choses. Enfin, de croisière, c'est peut-être pas le bon mot en ce moment, le rythme de croisière. Pardon. Ils ont trouvé leur rythme. Oui, merci. C'est vendredi. Ils ont trouvé leur rythme et entre le travail avec les enfants, le travail à la maison, oui. Et là, du coup, bim, va falloir repartir au travail. Oui. Donc, ça peut aussi causer un petit choc en se disant, voilà, c'est anxiogène, hein, forcément. On va retrouver les collègues, on ne sait pas s'ils ont été malades, est-ce qu'ils ont eu des personnes qui sont décédées, est-ce qu'on peut tomber malade, enfin bon, voilà, toutes les psychoses qu'on peut s'imaginer. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que, déjà, les entreprises réfléchissent à envisager une autre manière de travailler. Oui. Et pourquoi pas d'être davantage à l'écoute de leurs employés. Il faut savoir que, par exemple, la prise en charge des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail en Guadeloupe représente 10% d'entreprises qui en prennent compte. Vous imaginez. Oui. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus parce qu'en fait les ressources humaines qui sont les personnes, c'est ça la véritable économie. Tout à parce fait. que oui, il faut de l'argent pour fonctionner dans une entreprise, mais il faut avant tout des personnes. Oui. Donc en espérant aussi que cette période et aussi ce déconfinement va permettre aux entreprises d'être plus à l'écoute de leurs employés, de leur organisation, quitte à se faire accompagner par des professionnels qui savent faire dans la conduite du changement pour permettre justement d'accueillir tout le monde en délicatesse et faire repartir l'économie de l'entreprise. Oui. Alors... Et pour les personnes qui retournent donc, qui sortent du télétravail, oui. c'est se préparer à mentalement en se disant bon ben je vais retourner. Il y a des gens qui sont ravis, hein, qui attendent que ça. Mais là, ce message s'adresse plus aux personnes justement qui sont un peu timorées, qui ont un peu peur, voilà, de retourner, qui préfèrent être dans leur cocon familial à la maison et qui ont trouvé leur moyen de fonctionner. Et ben c'est peut-être aussi un moment de pouvoir parler à votre hiérarchie et à leur dire quelle est votre préférence. Parce que c'est vrai que la période a permis justement de pouvoir évaluer voilà, le télétravail à la maison. Peut-être que vous avez besoin d'une formation, de faire un bilan de compétences, d'évoluer. Donc si vous vous sentez un petit peu mal à l'aise sur le fait de retourner dans votre entreprise, ou en tout cas dans un fonctionnement que vous n'aimiez pas, ou en tout cas qui était lourd pour vous, et que vous n'osiez pas en parler, là, c'est la période justement pour y réfléchir et après pourquoi pas faire une proposition à votre hiérarchie. Alors, et n'hésitez pas à discuter avec votre hiérarchie parce qu'en entreprise vous êtes vraiment la valeur ajoutée. Tout à fait. Alors on parle de rentrée scolaire le 11 mai. On sait qu'en Guadeloupe pas beaucoup de communes seront réellement prêtes. On a entendu tout à l'heure Marie-Galante qui dit, le maire de Gombo qui disait que c'est pas possible. Mais si on doit quand même préparer son enfant pour la rentrée scolaire, comment faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour cela, pour faire cette préparation à la reprise? D'accord. Alors, il faut savoir que effectivement, l'école d'hier ne sera pas du tout l'école d'aujourd'hui qui sera mise en place. Donc, en tant que parent, c'est vrai qu'il y a l'inquiétude sur, voilà, encore la maladie, les gestes, l'eau, enfin, toutes les problématiques qui rentrent dans ça. Et pour apaiser un petit peu les parents, il est essentiel de commencer aussi à déconfiner mentalement vos enfants. Oui. C'est-à-dire, vous avez certainement parlé du coronavirus, vous avez certainement parlé des gestes barrières, vous avez peut-être conçu ensemble à niveau de vos enfants des masques. Maintenant, il est essentiel en fait d'expliquer à vos enfants qu'eux aussi ils ont la responsabilité de leur santé. Bon, malheureusement, il y a des parents qui ne pourront pas, si c'est la rentrée pour le 11, pas garder leurs enfants à la maison. Donc pour cela, ce message s'adresse à ces parents-là, et même à ceux qui prendront en septembre. C'est essentiel d'entreprendre le retour à l'école de manière bienveillante. Oui. C'est-à-dire que les enseignants, de toute façon, aussi vivent cette période qui est très difficile aussi pour eux. Donc tout sera mis en place
avec tous les acteurs concernés de manière bienveillante pour accueillir vos enfants. Et puis aussi, il faut savoir que les psychologues de l'éducation nationale aussi sont à la disposition et travaillent avec les psychologues des villes différentes pour bien accueillir et préparer les enfants. Oui. Et il y a aussi des groupes de parents d'élèves aussi qui sont à votre disposition. On peut travailler ensemble, vous pouvez travailler avec eux pour apaiser les enfants. Donc ça, c'est en gros. Maintenant, propre à votre enfant, c'est refaire une organisation comme je disais tout à l'heure, en couchant votre enfant beaucoup plus tôt, en regroupant les affaires qu'on puisse s'éparpiller un petit peu à la maison, expliquer aussi à votre enfant le pourquoi du comment, parce que bon, chaque parent est responsable du choix qu'il va faire, envoyer son enfant ou pas, et donc, mais positiver ce choix. Parce que si votre enfant sent que la démarche elle est faite à contre-cœur, de toute façon, ça ne se passera pas bien. Alors, donc, il faut vraiment être en phase avec votre choix, le choix que vous allez faire. Lui expliquer, être le plus transparent possible. Alors, Charline Goudet, un dernier mot sur, quand même, anticiper, parce que, bon, l'école, on ouvrira ou il ne ouvrira pas, mais enfin, quand même, il faut préparer. Il faut dire 2 petits mots, quand même, sur cette anticipation. Alors, sur cette anticipation, donc déjà, il faut préparer le matériel scolaire. Ensuite, il faut marquer cette rentrée très spéciale. Par exemple, si vous pouvez, en achetant un nouveau cartable ou en fabriquant en ayant quelque chose de neuf, comme on peut faire quand il y a la rentrée scolaire en septembre. Ensuite, commencez, si vous le pouvez, en tout cas à partir du 11, à aller en promenade jusqu'à devant l'école pour refamiliariser, surtout pour les petits, les enfants au trajet de l'école, pour que l'enfant puisse revoir le bâtiment, en tout cas pour ceux qui n'ont pas du tout été à l'école depuis cette période-là. Ensuite, restez en contact avec les camarades, échanger, même si vous avez pu le faire pendant le confinement, mais rapprocher les contacts, c'est-à-dire les contacts par visioconférence, histoire de renouer un peu les liens sociaux. Et échanger avec votre enfant sur ses craintes, sur ses angoisses, sur ses interrogations, parce que voilà, lui aussi, il a cette crainte. S'il vous dit non, je ne veux pas retourner à l'école, il faut pouvoir accueillir ce non et entendre son explication, et puis après en discuter avec lui selon votre choix que vous aurez pris voilà, pour votre famille. Ensuite, être très à l'écoute de ses réactions. Par exemple, il peut avoir des réactions symptomatiques. Le fait d'entendre de retourner à l'école, ça peut lui faire mal au ventre. Oui. Donc, faire en sorte qu'il n'ait plus envie de dormir, donc qu'il trouve du sommeil, qu'il n'ait plus envie de manger, qu'il soit plus agité, qu'il se mette à pleurer, ou qu'il devienne un peu agité, même violent. Ça peut arriver aussi. Oui. Et tout ça, ce sont des symptômes, en fait. On appelle ça, voilà, c'est plutôt symptomatique. Oui. Donc, n'hésitez pas surtout à en parler, à parler avec vos enfants. Si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez faire des jeux avec eux. C'est-à-dire que vous faites un jeu ou vous fabriquez quelque chose, et pendant ça, il faut savoir, c'est quelque chose de puissant que je vais vous dire, quand vous êtes en train de faire quelque chose, le cerveau est occupé. Du coup, là, c'est vraiment propice à toutes les discussions. Et puis aussi, je propose à tous les parents de faire aussi un travail d'écriture avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire, par exemple, une animation où ils vont faire un travail d'écriture sur les émotions, sur les sentiments, sur tout ce qu'ils ont ressenti pendant le confinement et leur appréhension pour le déconfinement. Bien. Ben, Charline, je peux donner votre numéro de téléphone aux gens qui le réclament? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci, M. Zandoni. 06 90 47 98 20. 06 90 47 98 20. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous en prie. On a reçu en début de ZCL Marie-Z Zolmer de Grandbourg et président de la CCMG qui nous a expliqué la situation là-bas. On retiendra qu'à Grandbourg, il y a eu un Covid Center qui a été institué et que la pandémie là-bas n'a pas fait de victimes jusqu'ici. Les trafics de bateaux, transport de bateaux n'ont pas encore repris. C'est en discussion. Et en ce qui concerne la rentrée scolaire, probablement, pour Marie-Galante, ce sera au mois de septembre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pascal Bon, avocat, nous a expliqué que les avocats
avocats, les jeunes avocats ont connu quelques difficultés avec la question de la retraite voulue par le gouvernement Macron. Ils ont reçu pour le mois de mars et d'avril 1 500 € pour les aider. La reprise judiciaire se fait progressivement, mais les cabinets d'avocats, eux aussi, seront en grande difficulté. Peut-être même certains devront fermer. On a reçu Claire Courante, la directrice adjointe de la CAF. On sait qu'en Guadeloupe, il y a plus de 104 000 personnes qui dépendent à la fin de chaque mois. Il y a venir attendre l'argent à la CAF là. Eh bien, elle nous a donné quelques, on peut dire quelques idées sur les prestations, les aides exceptionnelles, des informations importantes pour la PERS, la prestation exceptionnelle de restauration scolaire. On a parlé avec la CAF, mais la CAF, pour l'instant, il peut ouvert puisque tout se fait en ligne, caf.fr ou au téléphone. Et puis on vient d'avoir Cherline Gougdé, la psychologue qui nous a parlé du retour au déconfinement et les conséquences de ce déconfinement. Et on rappelle aussi qu'on a une autre plus jeune invitée aujourd'hui, Marine chargée de projet pour pouvoir, avec une forme de gâteau, ramasser de l'argent et pouvoir acheter des masques pour les soignants qui se trouvent à Palais-Royal. Voilà un petit peu ce qui a fait l'objet de ce ZCL News en direct de C10FM, de RHT et de Canal 10. RHT, justement, qui reçoit cet après-midi d'abord Victor Delver, il est ressuscité, moi, parce que je croyais qu'il avait disparu. C'est Nali qui va le recevoir avec Yann. Et un peu plus tard, vers 16h, Jackie Joby et Jean Dorsin vont recevoir le docteur Atala. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. Zébri, c'était aux commandes techniques. Ça s'est bien passé globalement. On n'a pas eu de soucis avec Naïla qui a assuré la logistique comme chaque semaine dans le ZCL. Demain, pas de ZCL, mais 1er mai, Barbier Sall travaillait qui est là en direct à 6 téléphones là, à 6 télévisions là, en direct de Tambou et de Canal 10. Et puis, j'occupe Suvio. Et nous aussi, nous Suvio. Et sinon, nous, on se retrouve lundi. Mais je crois que Naïla se retrouve ce soir, cet après-midi, à partir de 15h30 en direct pour son ZCL News Events. À plus tard. Bye bye, c'est fini.